Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, ce nouveau numéro capsule de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave, qui aujourd'hui, pour le bon vouloir des téléspectateurs, vous annonce où est le tribord et où est le bâbord grâce à des manches extrêmement pratiques. Je sais pas du tout, j'ai jamais su. Voilà. C'est comme les kickers, tu sais, si tu veux savoir quel est quoi, tu regardes les couleurs des manches. Donc on a la droite, c'est le rouge, et paille-foin, paille-foin. Bon, alors, un peu plus sérieusement, nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er avril. On ne va pas vous faire de blagues parce que... On vient de la faire. On vient de la faire, elle est excellente. Et la situation reste toujours difficile. Donc j'avais ouvert une section sur notre page YouTube de notre Institut des Libertés pour vous poser des questions, savoir ce qui vous préoccupait, et j'en ai relevé certaines que je vais poser à Charles aujourd'hui, sachant qu'une des questions qui revient extrêmement souvent est l'histoire du passage en rouble dans le paiement des énergies. Donc, Charles, la première question, que penses-tu en pratique de cette décision qu'a pris Poutine aujourd'hui de dire, évidemment, ça fait suite à une décision d'il y a 2 semaines qui avait dit que ça devait se faire en rouble, mais là, désormais, il a dit on ferme. Voilà, le gaz. Le gaz, si les paiements ne se font pas en rouble. Et tu avais déjà expliqué aux gens que l'État français pouvait émettre des obligations d'État sur les marchés, mais les gens ne comprennent pas bien cette espèce de vente à perte. Voilà. Est-ce que ça... Alors, imaginez-vous que vous ayez besoin de roubles et que vous soyez une très grande société, comme une grande société chimique allemande, j'en sais rien. Comme l'a dit Poutine, rien ne vous interdit d'ouvrir un compte en roubles à la Rosneft-Bank, là, vous savez que la banque du pétrole en Russie, et de demander un prêt. Et à ce moment-là, la banque russe vous accorde un prêt avec lequel vous achetez le pétrole russe. Mais pourquoi la banque russe, elle te prêterait sans que tu donnes rien en collatéral? Elle va le faire comme ça? Non, parce que toi, tu t'engages à payer des intérêts. Ah oui. Donc, si je sais pas, Bayer décide d'avoir besoin de gaz russe, Bayer a les reins suffisamment solides pour qu'on fasse confiance et l'emprunte qu'elle remboursera. Et donc, voilà, Bayer ouvre un compte à la Rosneft-Bank et puis emprunte des roubles, et puis ensuite les s'en sert pour aller acheter l'énergie, c'est tout. Et du coup, ça va faire quand même... Ça fait d'abord remonter le rouble. Ça fait remonter le rouble, et sur une enveloppe globale, ça va faire que ça te coûte plus cher, toi, puisque tu dois payer les intérêts. D'abord, tu vas payer les intérêts, et puis ensuite, autrefois, ce qui se passait, c'est que le Rosneft recevait des euros, et puis il en changeait, mettons, 60%, ou je sais pas combien, en roubles pour payer les gens qui travaillaient en Russie. Et puis il ne savait pas quoi faire de 40%, donc il les remettait en obligation d'État française. D'État française ou allemande. C'est ce qu'on avait vu il y a 2 semaines. Tandis que là, si vous voulez, là, ils vont se retrouver ayant d'un côté un emprunt, et ensuite c'est les Russes qui vont décider ce qu'ils font des 40% en trop, là, qu'ils ont, mais qui sont des roubles. Donc ils peuvent décider, je sais pas, d'aller le mettre en yuan, ou d'aller le mettre n'importe où. Donc ça redistribue les cartes. Ça redistribue les cartes. Et en plus, ça veut dire que maintenant, le prix du gaz est en rouble. C'est-à-dire que, imaginons que pour une raison X, Y ou Z, le rouble se mette à monter vis-à-vis de l'euro, la note va devenir de plus en plus salée. Au fur et à mesure que le rouble monte, ils vont payer la même chose. Que le rouble monte ou que l'euro baisse? Que oui, c'est d'ailleurs pareil. Ouais, sauf que nous, comme tu nous as expliqué qu'on allait avoir 4 points de décroissance, l'euro va baisser. L'euro va baisser. Et alors c'est une question extraordinairement compliquée, parce qu'il y a des ramifications dans tous les sens donc, de cette décision russe. Alors, je vais essayer de publier cette semaine dans l'Institut des Libertés, lundi, un papier écrit où je vais mettre un petit peu, de mettre les idées en ordre pour voir ce qui se passe dans la réalité, quelles sont les conséquences à long terme et tout. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas déjà, le site c'est www.institutdeslibertés.org et les papiers de Charles sont
publié les lundis matin en général. Donc je vais essayer, parce que honnêtement, répondre de façon orale à une question aussi complexe, d'autant plus que les Russes ont aussi décidé qu'ils allaient bloquer un petit peu le rouble par rapport à l'or. Donc à 5000 roubles le gramme d'or. Ça veut dire que le rouble peut monter, soit, mais aussi l'or peut monter. Si l'or peut monter, le rouble monte avec lui. Oui. Donc quelque part, c'est le principe d'indexer une monnaie sur donc quelque part, on est en train de se dire, dans le fond, le rouble, c'est de l'énergie. Si vous regardez la variation du rouble vis-à-vis de la variation du cours du change, vis-à-vis du prix du pétrole, c'est la même chose. L'or, c'est l'or. Et puis il y a le dollar. Donc grosso modo, Poutine est en train de faire exprimer le prix de l'énergie en or, puisqu'il vient de le faire s'exprimer en rouble, et que le rouble lui-même est en or. Donc il y a une transitivité. Il y a une transitivité comme ça. Donc ça veut dire que le dollar ou l'euro sont dans une situation difficile parce qu'ils sont convertibles en rien du tout. Et donc c'est pour ça que j'aimerais que les gens aillent sur ce papier, c'est pas que je veux qu'ils me lisent, mais c'est que c'est vraiment des questions extraordinairement fondamentales et qu'il est difficile de traiter sans graphique. Sans graphique, sans papier, sans raisonnement, parce que ce sont des raisonnements quand même dans lesquels il y a des tiroirs, dans des tiroirs, dans des tiroirs, dans des tiroirs, et si on commence à les faire à l'oral, au bout de 5 minutes, les gens ne se souviennent plus du tiroir de l'avant, quoi. C'est ça Donc c'est pas du tout que j'ai du mal à expliquer la complexité du problème de façon orale, quoi. Oui, non, mais je comprends tout à fait. Parfois, il faut des supports et c'est tout à fait normal. Est-ce que tu penses, c'était une seconde question, que le pétrole pourrait descendre si on rentre en récession? Est-ce que le cours du pétrole va rester aussi haut, à ton avis? Alors, là aussi, c'est une question longue. En principe, quand il y a une récession, le pétrole baisse. Oui. Et l'inflation baisse. Mais il y a eu pas mal de cas. Il y a eu des cas dans l'histoire, pas beaucoup, mais je m'en souviens bien. Par exemple, dans les années 70, le prix du pétrole est beaucoup monté, ce qui était une hausse des impôts, ce qui a déclenché une récession très forte en Grande-Bretagne, et l'inflation est passée de 7 à 25%. Donc vous pouvez avoir des cas où il y a une vraie pénurie de pétrole. Et une inflation galopante. Une inflation galopante. Et l'économie, c'est pas le pétrole qui se pète la gueule quand il y a une récession, parce qu'il ne baisse pas, c'est l'économie qui se ratatine encore plus, quoi. Donc, en principe, le raisonnement récession égale baisse des prix du pétrole est vrai. Sauf exception. Mais pas toujours. Et l'intérêt, c'est de voir si cette fois-ci, comme je l'ai dit 20 fois, on n'a pas fait de recherche pétrolière depuis 10 ou 15 ans, si la pénurie n'est pas devenue structurelle. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les 12 derniers mois, la Chine, par exemple, a consommé 2 millions de barils de moins, parce qu'ils sont un peu fermés, leur économie, qu'il y a un an. Donc, pour l'instant, la hausse des prix du pétrole s'est passée sans que la Chine augmente sa demande. Mais si maintenant la Chine se réouvre, il va y avoir 2 millions de barils de plus par jour à demander, de consommer, et je ne vois pas très bien d'où ils vont venir. Donc, encore une fois, c'est l'embêtant d'avoir l'énergie sur laquelle personne n'a fait de plan à long terme depuis 20 ans, quoi. Oui, ça on l'a déjà traité, que nous en tout cas en France, depuis depuis Pompidou, on n'a fait aucune recherche pour nous rendre moins fragiles, moins dépendants sur nos énergies, et on est incroyablement maintenant vulnérables. On est ventre ouvert comme les animaux quand ils dorment les quatre pattes en l'air, sauf que là, on n'est pas dans un monde où il n'y a pas d'ennemis, on n'est pas sur le canapé du salon. Donc c'est un petit peu un problème. Alors à ce propos, Alexis Chevrier demandait quel pays pour toi serait anti-crise alimentaire, énergétique et économique dans la période sombre à venir? La Suisse, d'autres pays comme ça? Alors la Suisse, c'est toujours le pays anti-crise, mais l'embêtant, c'est que le voisinage n'est pas terrible. Oui. Les gens autour sont moyens. Si je réfléchis comme ça, j'aurais tendance à dire probablement le Canada et l'Australie, mais l'embêtant, c'est qu'ils ont tous les deux géré la crise du Covid de façon invraisemblable, c'est-à-dire avec des atteintes au droit public, mais qui sont incompréhensibles dans un pays de droit anglais. Là, on l'a vu récemment avec le crise des truckers, des camionneurs c'est anglais.
avec des saisies sur des comptes bancaires, avec les décisions prises par Trudeau qui étaient attentatoires aux libertés individuelles les plus fondamentales, dans un pays de droit quand même anglo-saxon, ce qui est d'autant plus bizarre parce que normalement les pays de droit anglo-saxon de tradition d'habeas corpus ont des règles relativement immuables en termes de liberté individuelle. Et là, ce qui s'est passé, j'ai eu l'impression qu'en Angleterre et au Canada, ils se sont mis à ne plus respecter leurs lois immémoriales, presque. Et aux États-Unis, surtout. Et aux États-Unis aussi. Mais ils sont pas habitués à ce que leur gouvernement ne les respecte pas. Donc personne n'a très bien su quoi faire, quoi. Parce qu'un type qui ne respecte pas la loi dans un pays qui a toujours respecté la loi, tout le monde le regarde en disant, comment je peux l'arrêter? Et les outils pour l'arrêter ne sont pas tellement là, parce que personne n'a jamais fait ça. Et même remarque de Down Under, de l'Australie, ils ont été aussi, mais ça a été l'enfermement forcé. Les gens ont été dans des états pour avoir des résultats meilleurs que les copains, quoi. Non. Pour encore une fois des résultats par rapport à la Suède ou au Danemark. Enfin voilà. Alors, Christophe Pfeffer te demande, merci pour votre travail et pour toutes les informations et réflexions que vous partagez. Que pensez-vous que la Chine fasse avec les tonnes de bons du Trésor US dont elle dispose? Peut-elle envisager d'autres actifs? Et si elle se retire massivement, quelles seraient les conséquences? Alors, il faut donner un peu les chiffres ici, d'après mes souvenirs, mais ça, c'est à peu près 3200 milliards de dollars les obligations américaines détenues par la Chine. C'est-à-dire c'est quand même considérable. Hein. C'est absolument gigantesque. Et ils les ont accumulés pendant très longtemps. Pourquoi? Parce que, et on revient au pétrole, c'est que le pétrole était achetable en dollars. Oui, c'était même obligatoire. C'était même obligatoire. Ceux qui avaient essayé de sortir de cette règle, comme Saddam Hussein ou Kadhafi, ils ont une espérance de vie assez courte, quoi. Et donc, le pétrole était achetable en dollars. Donc, pour acheter du pétrole, il fallait avoir des dollars et donc avoir eu des balances commerciales positives vis-à-vis des États-Unis. Donc, tout le monde dans le monde entier essayait d'avoir des balances commerciales, donc maintenir sa monnaie sous-évaluée pour avoir des balances commerciales avec les États-Unis. Bon. Les Chinois ont fait ça pendant longtemps. Toute l'Asie a fait ça dans les années 2000. Toute l'Asie a fait ça. Et les Chinois ont accumulé 3200 milliards en excédent de réserves de change. Bon. Mais maintenant, si, comme on l'a discuté, la Chine permet à l'Arabie Saoudite de payer en or, l'Arabie Saoudite permet à la Chine de payer en yuan, ou si la Russie vend à l'Inde en roupies, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de dollars. Si on peut payer son énergie avec sa monnaie, on n'a plus besoin de dollars. C'est-à-dire que la question posée est la bonne, c'est qu'est-ce qui va arriver de toutes ces réserves de change massives qui ont été accumulées depuis 50 ans en dollars, qui étaient en fond des réserves de pétrole à terme, quoi. C'était la seule façon. Et ils ne peuvent pas progressivement les passer en or ? Ils peuvent essayer de les passer en or, mais ça va faire monter le coût de l'or. Ça va faire monter le prix de l'or de façon extraordinaire. Il n'y en a pas assez. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... l'or ou peut-être d'autres métaux précieux, ou du nickel, ou j'en sais rien. Mais ils peuvent essayer de se diversifier, mais il faut savoir que le pétrole, si on met le pétrole tout seul, je crois que ça fait à peu près 10 fois le chiffre d'affaires, ou quelque chose comme ça, de toutes les autres matières premières mises ensemble. C'est-à-dire que le seul gros machin, c'est encore une fois l'énergie. Donc maintenant, ce que va peut-être essayer de faire la Chine, parce qu'elle se retrouve avec cet excédent, elle va perdre de l'argent dessus, elle le sait, c'est qu'elle va peut-être se dire, il y a peut-être un gars dans ma zone d'influence, mettons l'Asie, qui un jour va avoir des problèmes de dette en dollars. Mais pourquoi est-ce qu'un autre pays asiatique aurait des problèmes de dette en dollars, alors que là, visiblement, les cartes vont être abattues, ça va être pour tout le monde pareil? Pourquoi quelqu'un, là, tout à coup, aurait besoin... Je sais pas, ils font construire un stade par des Américains. Peut-être en Amérique latine, il y a peut-être un gars qui a un peu trop de dette en dollars, le dollar monte... Mais est-ce que tu as envie de prêter à l'Argentine? Non, mais tu peux peut-être prêter à l'Argentine si elle te donne des avantages. Oui, tu pourrais. Mais à ce moment-là, c'est que tu dis aux gens, à l'Argentine, vous n'avez pas besoin du FMI, qui vous met sous des... Moi, je vous fais... des prêts et je vous aide à gérer votre entreprise, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que ils peuvent, le jeu que peut faire la Chine, c'est de dire, écoutez, chaque fois que vous avez besoin de dollars de façon désespérée dans le passé, vous avez été obligé d'aller voir le FMI. Maintenant, vous aurez le choix entre le FMI et moi, puisque moi j'ai plein de dollars aussi, et vous pourrez comparer les offres du SFMI. C'est-à-dire que,
Encore une fois, le FMI, c'était un machin monté par les États-Unis pour pouvoir acheter pas cher les pays qui étaient dans une période difficile. Voilà. Bon. Mais maintenant, ça va être un jeu beaucoup plus difficile pour les États-Unis parce que il y a quelqu'un d'autre qui peut arriver avec autant de dollars, quoi. Donc ça leur donne une crédibilité. Ce que de dire la Chine à tout le monde, c'est écoutez, si vous avez besoin de dollars, je suis là. Oui. J'en ai au moins autant que la Fed. Ce qui est utile. Alors, j'ai une question de Frédéric Tastet qui est assez intéressante, qui est la suivante. Donc, encore merci pour ce que vous faites. Mes questions. Dans ce monde changeant, quels sont les critères pour toi et indicateurs d'analyse de la performance d'un pays à utiliser? La balance commerciale, l'endettement, la démographie, l'indice de liberté. Qu'en est-il de l'indice sur l'autonomie énergétique et y en a-t-il, à ta connaissance, d'autres? Alors là, c'est une question très intéressante. Et on a fait des études, je crois que j'ai écrit dessus d'ailleurs dans l'Institut des libertés. On se dit, dans le fond, un pays harmonieux, c'est un pays dans lequel il y a à la fois une bonne croissance, c'est-à-dire que le futur est intéressant, les gens sont pas... Et une certaine égalité des résultats. Il n'y a pas trop de différence entre les riches et les pauvres. Voilà, donc le premier, vous le mesurez, la croissance, c'est très corrélé à l'indice de liberté, qui est publié par une grande université américaine, et l'homogénéité sociale est mesurée par un machin qui s'appelle Gini Coefficient. Gini, c'était un économiste italien du XIXe siècle, qui vous mesure la dispersion des résultats, quoi. Bon. Donc si vous faites le rapport entre l'indice des libertés et l'indice d'égalité, en quelque sorte, on arrive à un résultat très intéressant, c'est qu'on voit apparaître trois grands groupes de pays. Vous avez les pays du nord de l'Europe, c'est-à-dire les pays scandinaves en particulier, mais aussi l'Allemagne, etc., qui ont une croissance tout à fait convenable et une très forte homogénéité. C'est-à-dire, bon. Puis vous avez en haut les pays du droit anglais, du common law, qui ont une très forte croissance et un peu moins d'égalité, mais plus de croissance, mais moins d'égalité. Et puis en bas, vous avez les pays qui n'ont ni croissance ni égalité, c'est un peu les pays catholiques, qui sont la France, l'Italie, l'Espagne, etc. On les voit bien se dessiner. Et donc, on se rend compte que, dans le fond, et si on relie ça au marché financier, là où sur le long terme, la rentabilité est la meilleure, c'est dans les pays de droit anglais, parce qu'ils sont aussi les plus libres. Mais les pays du nord de l'Europe font très bien aussi, en particulier la Suède et des pays comme ça, parce qu'il y a quand même une grande homogénéité, donc la volatilité des résultats est plus faible ici que dans les pays anglais, quoi. Et puis là où les résultats sont mauvais, c'est dans les pays catholiques, quoi. Bon. Donc on se rend bien compte qu'il faut, pour qu'un pays fonctionne, qu'il y ait croissance, mais aussi qu'il n'y ait pas trop de divergence, que toute la richesse ne soit pas capturée par une espèce d'élite qui se la met dans sa poche, et puis le reste des peuples crève de faim. Et ça rejoint une réflexion qui avait été faite par un philosophe américain qui s'appelait John Rawls, je crois. Oui, John Rawls. John Rawls, qui disait que pour qu'un système fonctionne, il faut qu'il y ait bien sûr de la liberté. C'est un libéral de gauche. Un libéral de gauche, oui. Qu'il faut qu'il y ait de la liberté, mais surtout, il faut que les plus pauvres voient leur sort s'améliorer avec le temps. T'as fini, toi. Vous l'entendez là, mais le chat qui fait. Il faut que les plus pauvres, leur sort s'améliore avec le temps. C'est-à-dire que si vous vivez dans un pays où les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus riches aussi, mais de façon constante, ça va. Le fait que les riches deviennent plus riches n'a aucune importance. Mais si vous vivez dans un pays où les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres, alors là, ça ne va pas du tout. Et ce n'est pas une société stable. Et je crois qu'aujourd'hui, en Europe du Sud, on revoit apparaître cette vieille malédiction que les riches deviennent plus riches, mais que les pauvres deviennent plus pauvres. Et donc, aujourd'hui, j'aurais tendance à aller soit dans les pays du nord de l'Europe, soit dans les pays... Et comment tu l'expliques ça en pratique, que les riches deviennent plus riches et que les pauvres deviennent plus pauvres? C'est parce qu'on arrive à des systèmes, dans l'Europe du Sud, où la liberté individuelle est tellement contrainte, par exemple, de devenir un entrepreneur est une telle galère qu'il n'y a plus de croissance. Et que donc le système... Et que les riches, eux, deviennent riches avec les systèmes mis en place de taux d'intérêt zéro, d'immobilier, d'hypothèques, tout ça. Et donc c'est ça le problème. Et c'est-à-dire que les pays qui gueulent
Et les pays qui sont comme ça, les pays du sud de l'Europe, c'est ceux où la demande publique est souvent pour de plus en plus d'États et de moins en moins d'individus. Et finalement, à la fin, on le paye, quoi. Oui, mais parce que on est aussi, si tu regardes, alors je ne sais pas qui de la poule ou de l'œuf, mais on est les pays où le communisme et les idées socialistes, petits frères du communisme, ont le plus prospéré, et où encore aujourd'hui, on a des gens comme Mélenchon qui, pendant une campagne politique, sont capables de t'expliquer que la perte de pouvoir d'achat que connaissent les pauvres aujourd'hui est directement liée à la croissance qu'a connue le CAC 40. Donc, il t'explique que ça serait un transfert de richesse direct, c'est-à-dire une spoliation directe des uns sur les autres. Et que ce serait un jeu à somme nulle. Voilà. Et c'est justement pour ça que ça ne marche pas. C'est comme des gars comme Mélenchon, où tous les socialistes et les communistes pensent que s'il y en a un qui monte, ça veut dire que l'autre baisse. Et ben, donc, ils prendront des mesures pour empêcher ça, et en prenant ces mesures de plus en plus contraignantes, eh ben, ils empêchent la croissance. Et donc, ils empêchent la taille du gâteau. Mais comment est-ce que tu peux expliquer aux gens, toi, aujourd'hui, parce que ça, c'est une idée qu'il faut combattre, que non, la richesse des plus riches ne vient pas d'une spoliation des plus pauvres? Dans certains cas, par exemple avec le taux d'intérêt zéro, la réponse est oui. La réponse est oui. Et oui, la réponse est oui. Donc, il y a deux façons d'accumuler de la richesse. C'est, je sais pas, dans les années 70, quand Microsoft se développe, c'est une vraie entreprise de croissance qui est entrepreneuriale, qui se développe comme une fusée, ça marche très bien, très bien. Et puis maintenant, on est dans les années 2020, 40 ou 50 ans après, et c'est devenu un monopole qui n'est plus du tout la même bête que c'était à l'époque. Ils taillaient des croupières à IBM, maintenant ils n'acceptent pas que quiconque leur taille des croupières. Et donc, c'est toujours le danger dans un système économique, c'est quand les gens essayent de transformer les profits en rente. C'est-à-dire sans risque. Encore une fois, je dis, il ne peut pas y avoir de croissance économique s'il n'y a pas des gars qui prennent des risques. Et ces gars, le problème aussi dans l'idée de Mélenchon, c'est que malgré tout, dans sa solution, il n'apporte qu'une solution qu'au niveau national. Or, la gestion des taux d'intérêt se fait au niveau de la Banque Centrale Européenne, et que sans faire face à la question de souveraineté qui est la nôtre, c'est-à-dire de reprise en main de ces taux d'intérêt, encore une fois, qu'on nous impose comme négatifs et qui empêche la juste répartition du capital et donc aussi la gestion de la prise de risque, oui, les riches continueront à devenir plus riches, et de ce fait, les pauvres à devenir plus pauvres, puisque il n'y aura pas de croissance. Alors, ok, c'est une très bonne question. Alors, on va essayer de décrire ça comme ça. Vous avez le travail, le capital et la prise de risque. Bon. Alors, pour que le travail s'enrichisse, il faut que la quantité de capital par travailleur augmente, pour que leur productivité augmente. On appelle ça l'approfondissement du capital en termes techniques. Donc si les entreprises gagnent de l'argent, qu'elles réinvestissent, à ce moment-là, le travailleur a sa productivité qui monte, son salaire monte. Ce que tu appelles souvent, qui s'appelle différemment maintenant en compta, mais la marge brute d'autofinancement. Évidemment, si ça monte gentiment, les entreprises réinvestiront, le stock de capital augmentera, et le stock de capital augmentant, la productivité augmentera, et donc le salaire des gens augmentera, et on est dans une situation où que John Rawls aurait trouvé très bien. Bon. Imagine qu'on bâtisse un système financier où les types n'ont pas intérêt à créer du nouveau capital, parce qu'ils peuvent acheter en empruntant à 0% un capital qui a déjà été créé par quelqu'un d'autre dans le temps. Donc la valeur de ce capital, puisque quelqu'un d'autre l'achète avec des intérêts bas, va monter, donc les riches s'enrichiront, mais il n'y aura pas plus de capital, c'est-à-dire que les pauvres s'appauvriront. Puisqu'il n'y a pas d'enrichissement. Puisqu'il n'y a pas d'enrichissement, il n'y a pas d'approfondissement capitalistique. Et c'est ce qu'on fait depuis 15-20 ans en Europe. Depuis l'Europe de Maastricht. Depuis l'Europe de Maastricht, l'Europe de l'euro. Et ça se fait avec l'assentiment des riches, parce qu'évidemment, ils y voient que des avantages. Ah bah bien sûr. Ils voient la valeur, je ne sais pas, si vous détenez un immeuble à Paris et que vous voyez l'immobilier monter de 15% par an, vous trouvez ça très bien, vous. Et qu'en plus on te baisse ton ISF, t'es ravi. T'es ravi. Tu revotes pour le gars. Tu revotes pour Suivez le gars. mon regard. Alors que le gars est un incompétent considérable, mais c'est tout. C'est un DRH. C'est un... Je ne vais pas dire un DAF, parce que ça serait... Il y a des DAF très compétents. Celui-là en particulier. Voilà. Alors,
Encore merci pour votre investissement, dit Ahmed Ichikat, à nous expliquer l'économie, qui est un vrai service public. Quel conseil pour une toute petite entreprise, donc une TPE? Doit-on placer, à ton sens, sa trésorerie, si on en a, donc dans un actif en particulier? Et à ton avis, la crise de solvabilité qui nous attend va-t-elle rincer les TPE? Alors, je vais essayer de répondre, mais c'est une question sans difficile. Nous démoraliser, hein. Sans nous démoraliser, non. Parce qu'on en a marre. Alors, revenons à une notion essentielle, c'est la notion de fragilité et d'antifragilité. Encore une fois, quelqu'un de fragile, c'est quelqu'un qui est parfaitement optimisé pour le monde qui l'entoure. C'est-à-dire quelqu'un qui a parfaitement compris comment ça marchait. Moi, je donne toujours l'exemple des dinosaures avant la chute de la comète. Ils étaient vachement optimisés pour leur environnement. Puis la comète tombe. Ils avaient des grandes têtes pour ceux qui étaient herbivores, pour les manger dans les arbres. Ils étaient très gros pour bouffer les mammouths. Ça se passait bien pour eux. Il n'y avait pas de mammouth, mais on leur mordait la queue. Ça arrive au cerveau 3 jours après. Donc c'était des drôles de trucs. Bon, la comète tombe, la température change, ils crèvent tous. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fragiles. Qu'est-ce qu'ils ne crèvent pas? C'est les petits mammifères qui étaient tout petits, qui se cachaient parce que... Les cafards. Les cafards, c'était les cafards de l'époque, oui. Et donc ceux-là, ils ont ensuite donné tous les mammifères qui sont arrivés jusqu'à nous avec les créatures splendides que nous sommes devenus, quoi. C'est, surtout toi d'ailleurs, mais enfin... Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que le but d'une entreprise, ça doit être de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot et d'éviter d'être fragile. Et de devenir antifragile. Donc, aussi curieux que ça paraisse, plus vous êtes petit, plus c'est facile. À condition que vous ne tombiez pas dans la dette. Parce que la dette, c'est quelque chose qui vous empêche de bouger. Mais ça, c'est le principe d'une artillerie mobile ou voilà, des décors. C'est ça. Dans une guerre, c'est ceux qui sont petits qui arrivent voilà. Il vaut mieux être petite cavalerie qui arrive sur le côté, et qu'une grosse unité blindée. Unité blindée que tous les avions détruisent en 5 minutes. Donc, voilà ce que je veux dire, c'est que si vous êtes une TPE, essayez d'avoir une trésorerie qui vous permet... Le but, c'est par exemple, nous, quand on a lancé cette entreprise avec mon fils il y a maintenant 25 ans, on essayait d'avoir à peu près 1 an de trésorerie devant nous pour payer les gens autour de nous, parce qu'en se disant, non, on verra bien. Donc, essayez d'avoir le plus possible, gardez-la dans la monnaie dont vous vous servez, même si c'est une saloperie, parce que c'est pas la peine de faire autre chose. Et si vous avez plus d'1 an de trésorerie, ce que vous faites, c'est qu'à ce moment-là, vous essayez de vous distribuer des dividendes, ce qui est la même des choses, et de les réinvestir, vous, intelligemment, pour vous protéger, vous, au cas où la TPE sauterait, quoi. C'est ça le... Donc, par exemple, vous commencez à vous acheter une maison à vous, etc. Bon. Mais je crois que c'est... Dans le monde dans lequel on rentre, ceux qui vont survivre, ce sont les antifragiles. Il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup trop optimisés, qui risquent de ne pas survivre du tout s'il se passe quoi que ce soit. On le voit dans les chaînes de production, par exemple. Les gens qui ont besoin de produits qui sont faits en Chine ou en Inde, ils ont un problème. Je vous donne un exemple. Oui, mais quelquefois, regarde, on n'a pas le choix. Regarde notre production en France. Dans la composition des médicaments, on a vu cet hiver qu'une des grandes composantes venait d'Inde, je crois. Or, les laboratoires français, qui la plupart du temps sont gérés par l'État pour une grande partie, Solvay Pharma, il y en a beaucoup, l'État a quand même n'ont pas choisi d'être fragiles. Ainsi, c'est simplement que le monde tel qu'il s'est développé avec la globalisation nous a rendus dépendants d'autrui. Et de ce fait, nous a rendus plus fragiles. Oui. La rentabilité a augmenté, mais la fragilité a augmenté aussi. Alors, et sans qu'on en prenne compte. Sans qu'on s'en rende compte. Oui, je crois que d'aucuns s'en sont rendus compte, mais personne n'a voulu véritablement le prendre en compte dans les calculs. Parce que honnêtement, en tant qu'État souverain... Non, c'est pas bien mesuré, hein. Quand même, tu te rends compte... C'est le rôle de politique, ça, en principe. Ça, c'est exactement ce que j'allais te dire. C'est le rôle d'un politique de se dire, dis donc, si demain il nous arrive... Ils ont poussé comme des ânes pour qu'on se diversifie, Alors... Pour revenir à la question, il s'agit d'une TPE, donc il n'y a pas vraiment ces problèmes. Mais je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup frappé. Je vous ai beaucoup parlé de la ligne de chemin de fer qui allait de Pékin à Düsseldorf. Vous savez, il faut 7 jours, je crois, pour travailler. Je ne sais plus comment il fait. Bon. Mais maintenant, vous êtes un producteur allemand qui a besoin de pièces fabriquées en Chine, ou le contraire, un producteur chinois qui a bien... D'après l'extension qu'on vient de donner à la Russie, vous ne pouvez plus passer par la Russie. Oui. Vous n'avez plus le droit.
Donc vous êtes obligé de prendre un bateau qui est la place de faire 7 jours, ça va prendre 3 mois. Bah oui. Et donc là, ça veut dire que vous avez fait vos calculs pour une livraison sous 7 jours ou sur 10 jours, allez, et d'un seul coup, la livraison, vous dit, ben non, mon pauvre monsieur, c'est dans 3 mois, quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre des mesures d'antifragilité, comme peut-être avoir un petit peu trop de stock. Le just-in-time devient un truc dangereux, parce qu'on ne sait pas très bien si le gars va pouvoir livrer. Donc, encore une fois, pendant des années, il fallait viser le maximum de rentabilité. Maintenant, je me demande s'il ne faut pas viser vers plus d'antifragilité. D'autonomie. D'autonomie, de capacité à survivre si vous recevez. De capacité à rester un petit cafard et pas un dinosaure en cas d'explosion nucléaire. C'est ça. Et il est certain aujourd'hui que... Mais tu l'avais dit ça dans des émissions de l'an dernier en mai, tu avais dit que la consommation allait sûrement se retrouver changée et qu'on était à l'époque au moment d'Evergrande quand le tanker avait bloqué l'estuaire. Et la question ce dont tu avais parlé, c'est-à-dire on va peut-être apprendre à consommer différemment, c'est-à-dire peut-être consommer plus des chaussures du Portugal que des chaussures qui viendraient de Chine, et ce qui voudrait dire quand même un coût plus élevé, puisqu'on est allé vers une rentabilité maximum du capital, donc sur des coûts très très fins. C'est vrai, quand on voit des produits qui peuvent être distribués sur AliExpress, sur Shein, tout ce qui est la fast fashion, pardon d'utiliser des termes anglais, mais ce sont les termes utilisés, la mode rapide, on est sur des t-shirts à 3 €, des tenues, enfin, c'est des prix qui ne... tout de suite. Et livrés, pas tout de suite, mais sous 15 jours, très très vite. Donc c'est ça, il faut peut-être... accepter des marges un peu plus basses, peut-être une croissance un peu plus faible pour avoir une antifragilité un peu plus forte. Une robustesse. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais l'optimisation et la maximisation des profits, c'est fini. Ça vous amène à la faillite. Vous entendez ça de la bouche d'un libéral, quand même. L'optimisation des profits, c'est fini. C'est fini. On a compris qu'il y avait 2 dimensions, encore une fois. Il y avait le risque et il y avait la rentabilité. Et le risque, c'est que votre optimisation, il y ait un bout de la chaîne qui saute dans votre optimisation et hop, vous ne faites plus rien. Vous êtes mort. Parce que vous ne recevez pas le semi-conducteur dont vous avez besoin. Donc c'est pas facile. J'ai jamais dit que c'était facile d'être entrepreneur. Alors, Mike Tower te demande, bonjour, tout d'abord merci pour votre travail, j'ai beaucoup appris grâce à vous, merci beaucoup. En quelques années, vous avez fait d'un communiste convaincu un libéral, vous voyez, donc j'ai plusieurs questions à vous poser. Si vous aviez carte blanche pour réformer la fiscalité, que feriez-vous ? L'inflation qu'on connaît actuellement en Europe est-elle directement liée aux dettes exorbitantes qu'ont les différents États européens ? En somme, à défaut d'avoir un budget équilibré qui reviendrait à couper dans les aides sociales, tout le monde finit par voir son pouvoir d'achat baisser du fait de la hausse des prix. Selon vous, de quelle manière va se régler la crise inflationniste actuelle ? La BCE va-t-elle remonter les taux au risque de voir les États sauter ? Alors, il y a plusieurs questions. Il y a plusieurs questions, là. C'est une question difficile. D'abord, qu'est-ce que je ferais ? Je crois que il faut revenir quand on est dans une situation désespérée, il y a 2 solutions. Ou bien on va essayer de comprendre tous les détails. On embauche 2 ou 3 inspecteurs des finances et vous ne comprenez plus rien vous-même une fois qu'ils vous ont expliqué. Ou bien vous revenez au principe. Le principe d'une fiscalité, c'est qu'elle doit être simple, compréhensible par tout le monde et juste. Il y a un excellent ouvrage de Philippe Nemo qui s'appelle « Philosophie de l'impôt », qui est un petit ouvrage comme ça et qui, comme tous les ouvrages de Philippe Nemo, demande à être lu pour comprendre le monde plus avant. Voilà, Philippe Nemo, c'est tout à fait remarquable. Et donc, aujourd'hui, on a un système fiscal qui est complètement incompréhensible. Personne n'y comprend rien, surtout pas moi. Sauf le DAF, bien entendu, parce qu'il dort dessus. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un système compréhensible ? C'est un système, d'abord, on peut dire ils l'ont mis en Russie, donc c'est pas pour ça que c'est bien, mais je crois que vous payez quelque chose comme 14 ou 15% d'impôts. Flat tax, c'est ce que j'avais à Hong Kong aussi. À Hong Kong, déclarer mes impôts quand j'y vivais, c'était quand même assez simple. Ils vous disaient combien vous avez gagné cette année. On leur disait, ils disaient bon, vous déduisez 15%, vous nous les envoyez, merci beaucoup. Donc, je payais 15% d'impôts à Hong Kong, et du coup, ils avaient des excédents budgétaires, ils n'avaient pas de déficit, tout allait bien, parce que 15%, ça ne va pas la peine de frauder.
Et vous n'avez pas besoin d'engager des comptables qui vous coûtent la peau des fesses. Faire des optimisations fiscales. Faire des optimisations fiscales à 15%, c'est parfaitement... tout le monde paye, personne ne s'embête. Et dans le fond, la plupart des gens pensent que c'est normal de payer 15-20% d'impôts pour la communauté, c'est très bien. Un système fiscal donc à 15-20%, c'est parfaitement acceptable. Puis quand vous commencez à passer vers 35, 40, 50%, là, ça commence à grogner. Et au-dessus de 50%, les gens se barrent, c'est-à-dire les créatifs s'en vont. Aujourd'hui, on est à, je ne sais pas combien, 62% en France. Donc on est à un système fiscal qui détruit de la richesse. Et surtout, il ne faut pas se casser la tête à vous parler de justice fiscale. Parce que ça ne veut rien dire. Si moi, je gagne 10 fois plus que mon voisin d'en face, et si je paye 10 fois plus d'impôts, ça me paraît juste. Je ne vois pas pourquoi je devrais payer 40 fois d'impôts, 40 fois plus que mon voisin qui, lui... Et en plus, un système fiscal juste où vous êtes payé, ça incite à travailler. Je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais un de mes amis anglais qui était le patron d'une firme d'agents de change à Londres. À la fin du socialisme anglais, ils avaient mis le taux d'imposition à 105%. Ça ne paraît pas incroyable. Ça vaut Mélenchon à 90 ou je ne sais pas combien. 105%. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire qu'il avait cessé de bosser, qu'il allait dans sa maison en Écosse, qu'il pêchait des saumons et qu'il vendait les saumons sur le marché. Et ça lui rapportait plus que d'être le patron d'une boîte d'agents de change. Donc, il faut quand même aussi que vous mainteniez un certain équilibre entre... Pour une raison très simple, c'est que, comme je l'ai expliqué la fois aussi ici, c'est que 80% de la richesse est créée par 20% des gens. Donc, si vous on appelle une loi de Pareto. Une loi de Pareto, c'est vieux comme les rues, tout le monde le sait. Et donc, si vous empêchez les 20% qui créent tout de travailler en les massacrant, ben les 80% s'appauvrissent à toute allure. Donc, encore une fois, il faut prendre la réalité en compte et non pas des rêves d'égalité humaine. Au nom, en plus, d'une justice qui est appréhendée de façon illusoire, parce que pourquoi ça serait juste tout à coup de dire 40%, pourquoi pas après tout 60%, pourquoi pas 80%, pourquoi pas 100%, et au nom de quoi? Soit la règle est la même pour tous, mais faire des règles aléatoires décidées par des hommes politiques au nom d'une soi-disant justice appréciée au doigt mouillé. Et puis la justice, si vous voulez, je ne sais pas ce que c'est, moi, parce que le seul but des impôts, ça doit être... La contribution au budget commun. Ça doit pas être pas de déficit, quoi. Ça ne doit pas être une pénalité. On ne va pas punir les gens par les impôts. Or, trop souvent, et c'est l'arme de la gauche, c'est vécu comme une pénalité. Quand on dit on taxera 90% des hauts revenus, il y a une forme de soi-disant justice sociale. Mais en quoi ça serait une injustice? Je suis désolée de le dire, mais si certaines personnes gagnent plus que d'autres, ça n'est encore une fois pas aux dépens d'autrui. C'est encore une fois parce que leur système de pensée se résume à l'idée que ça serait une spoliation qu'ils y verraient une justice. Mais ça n'est pas une spoliation, c'est des systèmes de croissance. Et puis on le voit très bien. Quiconque a fait du sport sait que dans les équipes, tout le monde n'est pas payé pareil dans les équipes professionnelles. Vous avez des gars qui vous payez pas un Dupont comme vous payez un deuxième ligne de... Donc il me semble que aussi c'est reconnaître la diversité humaine et dire bon, celui-là on le paye plus parce qu'il court plus vite et il fait de meilleurs crochets, c'est très bien, mais en même temps on ne pense pas qu'il est meilleur pour ça. S'il y en a un autre qui fait du bon boulot, il sera peut-être moins payé, mais il sera peut-être bien meilleur ailleurs. Donc la vie ne se résume pas à la paie que vous touchez. Mon père était militaire. J'allais le dire, ton père était militaire. On ne gagnait pas un rond. Voilà, et on n'a jamais, je ne l'ai jamais vu résumer sa valeur à sa paye. Et moi, je ne l'ai pas pu, je l'avais pas une seconde. Et puis, je n'étais pas fasciné par mon père, mais qui n'a jamais gagné un rond. Mais ça m'est complètement égal, parce que c'était un homme remarquable. Mais il y a d'autres façons de montrer qu'on est un homme remarquable que parce qu'on gagne. C'est complètement idiot. C'est un abaissement de la nature humaine dont seule la gauche est capable. Tout en se targuant d'être les meilleurs. D'être juste. D'être juste. Et fier. Alors, je vais ouvrir un petit peu. Est-ce que tu adhères à l'information de la Banque de France, demande Stefano Vici, qui stipule que le Bitcoin s'apparente à la bulle des tulipes? Alors, tu vas devoir nous expliquer ce qu'était la bulle des tulipes dans l'histoire. Bulle spéculative des tulipes. La bulle spéculative des tulipes. Alors là, ça va falloir que je me gratte la tête là, parce que ça s'est passé à Amsterdam. Et Amsterdam s'était terriblement enrichi
parce que c'était, je crois, le moment où ils commençaient à faire des commerces avec les Indes orientales, c'est-à-dire avec le Sumatra, Bornéo et tout ça, qui étaient des colonies hollandaises. Et donc il y avait beaucoup d'argent, et s'est développé une espèce de passion pour les tulipes. Et les boutons, qui sont des très jolies fleurs. Qui sont des très jolies fleurs, très jolies. Et les boutons de tulipes se sont mis à... Il y a eu un marché qui s'est ouvert, comme un marché pour le... Pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi. Et donc, il y avait une offre et une demande. Et d'un seul coup, le marché s'est emballé. Comme ça arrive, Didier Darcet, on parle souvent. Vous savez, quand vous regardez des poissons nager dans l'eau, vous avez... Ils nagent au hasard, comme ça, ils sont tous en train de nager. Puis s'il y a un grand prédateur qui arrive, un requin ou je sais pas quoi, un requin blanc, vous les voyez qui se mettent tous ensemble et qui se mettent tous à bouger tous ensemble, comme ça. Vous voyez tous les poissons. Bon, imaginez-vous que dans les marchés, c'est exactement pareil. Vous avez, aussi bien dans les périodes de bulle que dans les périodes de crash, tous les poissons se mettent à nager ensemble. C'est même ça qui définit le fait qu'on est dans une bulle ou dans un crash. Et donc, il y a eu une spéculation qui s'est lancée, et tout le monde s'est mis à spéculer sur les tulipes, qui montaient, personne ne perdait d'argent. Et voilà. Et donc, ça s'est passé, puis ensuite, ça s'est écroulé quand, il a fallu que ça s'écroule, parce que toutes ces bulles s'écroulent un jour ou l'autre. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est pas que ce soit écroulé, c'est que c'était la première fois qu'on a repéré dans l'histoire ce mouvement des poissons qui se mettent à tous nager ensemble, aussi bien vers le haut que vers le bas. Puis après ça, on l'a vu en France en 1715 avec le John Law, là, l'Écossais, puis on l'a vu, et puis ça s'est répété. On travaille beaucoup là-dessus, sur ces phénomènes, parce que c'est assez rigolo. Parce que ça veut dire que dans les marchés, il y a deux états. Il y a l'état normal, où tout le monde va à ses affaires, et puis vous avez l'état de panique. Où tout le monde fait la même chose. De panique ou d'imitation. De grande jouissance, de moments spéculatifs. Parce qu'un type, par exemple, dans la panique à la hausse des Indes orientales en Londres, je regarde dehors parce qu'il neige, qui est quand même le 1er avril, c'est une mauvaise blague. Donc, les Indes orientales à Londres, la grande spéculation qui avait lieu, John Newton, qui est en lutte un plus grand mathématicien de l'histoire, qui comprenait bien qu'il en a même plus. Celui de la pomme qui lui est tombé chez Gottlieb, qui lui est tombé sur la tête, là. Et donc, John Newton avait bien acheté, puis il a gagné beaucoup d'argent, c'était beaucoup monté. Il a bien vendu, et ça a continué à monter pendant un certain temps. Et Newton, qui n'arrivait pas à comprendre pourquoi ça montait, il en avait tellement marre que ça continuait à monter qu'il a racheté. Et que là, il a tout perdu. Donc, c'est-à-dire que vous n'imaginez pas l'effet désastreux que peut avoir sur la psychologie d'un type le fait de voir les autres s'enrichir et pas lui. Ça rend les gens fous. Et donc, c'est ça le... Maintenant, quand je vois la Banque de France m'expliquer que le Bitcoin est une tulipe, on a reçu ici des gens sur le Bitcoin, on essaye de comprendre, je ne dis pas que ce soit facile, mais à la limite... Toutes les monnaies sont des tulipes, puisqu'elles ne reposent que sur la confiance. En fait, je crois qu'il y a deux choses. Moi, j'ai compris ça de Alexandre Hatchenko la dernière fois. C'était que il y a la monnaie, la valeur spéculative que tu peux avoir sur un bitcoin, c'est-à-dire de spiler, de jouer la monnaie pour essayer d'en tirer un bénéfice. Et tu as la possibilité qu'offre le bitcoin de contourner, de voter avec ses pieds, et qui en fait quelque part dans des États, quand tu te retrouves dans des pays comme l'Argentine, encore une fois, le Liban, des pays où l'instabilité politique ne t'offre pas un cadre juridique suffisant pour avoir une activité pérenne. Ou pour avoir confiance dans la monnaie. Pour avoir confiance dans la monnaie. Dans ce cas-là, pour tes échanges internationaux, le Bitcoin t'offre une alternative et te permet quelque part d'assurer le plus petit commun dénominateur sur un temps long. Et tu peux transférer de l'argent, ce qui ne soit pas physique. Parce que si tu es au Liban et que tu as envie de te barrer, et que tu essayes de te barrer avec 10 kilos d'or, bon, tu risques de te faire choper à l'aéroport, et puis c'est ta fête. Et donc, encore une fois, l'avantage du Bitcoin, c'est que vous achetez le Bitcoin à Beyrouth, vous partez avec votre téléphone, personne ne sait ce qu'il y a dedans,
vous allez à Dubaï, qui est pas bien loin, et là, vous redéchargez votre téléphone et vous avez votre argent. Et donc, il n'y a pas eu d'aspect physique. Donc, c'est une espèce de... Et vous ne l'avez pas fait non plus pour la spéculation. Vous l'avez fait juste pour, quelque part, avoir une sécurité de votre échange. Encore une fois, ce qui ne veut pas dire forcément que ça serait une activité illégale. Et on l'a vu récemment, là, avec le blocage des comptes russes, que... Ceux qui avaient des bitcoins, ils n'ont rien eu de bloqué du tout. Voilà. Donc, crise de la tulipe, je ne sais pas. Possiblement, peut-être pour la partie spéculative, mais de toute façon, comme tout marché, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça dépend quand est-ce que vous rentrez. Mais moi, dedans. je ne pense pas que ce soit le rôle d'un banquier central de s'occuper des du valeurs. bitcoin. Il ferait mieux de s'occuper du fait que la France est en train d'être ruinée par l'euro. Ça me ferait beaucoup plus plaisir. Donc, moi, je trouve cet homme qui dit que le bitcoin est une tulipe. Je ne veux pas dire ce que l'euro est dans ce cas-là. Et ce grand homme nous l'a soutenu depuis 20 ans et continue à prétendre que ça a été un grand succès. Bon, c'est quand même un héritier de Trichet. C'est quand même Trichet qui a lui tout seul, avec Delors, les deux ensemble, ils ont foutu l'économie française en l'air. Donc, encore une fois... Le Trichetus ignoramus. Le Trichetus ignoramus. Mais... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, quand on voit des gens qui ont... Écoute, là, ça va m'offrir une transition subtile sur laquelle je saute. Théo nous demandait si tu pouvais définir pour toi ce qu'était le capitalisme de connivence. Donc, tu vois la subtilité avec laquelle j'amène la transition. Alors là, vous avez deux façons de gagner de l'argent. Bon, vous faites ce que j'ai fait quand j'étais jeune, qui à l'évidence était une bêtise stupéfiante. Quand le système monétaire a sauté en 71... avec le dollar qui abandonne l'or, là, ou l'or qui abandonne le dollar, plus personne ne comprend rien dans les marchés financiers parce que toutes les règles changent. Il n'y a plus de taux de change fixe, il y a des choses balades, les taux d'intérêt montent comme ils ne sont jamais été, personne n'y comprend rien. Donc moi, je suis dans une banque, je ne comprends pas plus que l'autre. Je me dis, je vais essayer de comprendre. Tu étais à la Banque de Suez. J'étais à la Banque de Suez, et donc je trouve 3 ou 4 gars qui me disent, écoute, si tu veux bien essayer de comprendre, nous, on est d'accord pour te payer pendant 3 ans, pendant que tu essayes de comprendre. Bon. Donc, après 3 ans, je lance une société je lance ma société de recherche, et je vais dire aux clients, qui sont tous des banquiers, vous y comprenez rien, moi j'y comprends quelque chose, et je vais vous expliquer. Et tout le monde mord de rire en disant, mais comment on peut dire ça? Les banquiers, ils comprennent les métiers d'argent parce que c'est leur métier. Je leur dis, c'est pas vrai du tout, j'en suis un, et ils comprennent rien. Et donc tout le monde... Vous êtes tous des crétins. Vous êtes tous des crétins, mais moi... Vous êtes tous des crétins, mais moi je sais que je suis un crétin, et j'ai beaucoup travaillé pour essayer d'être un peu moins bon. Et tout le monde écroulait de rire à l'idée que je puisse aller essayer de monter un service qui expliquerait aux banquiers ce qu'il faut faire de leur fric. Ben, ça marche très bien. Les gens sont très contents. Donc là, j'ai pris un risque. Donc c'est pas du capitalisme de connivence. Et puis, dans mon métier, là, il m'est arrivé, pas souvent, mais ça m'est arrivé, que je tombe sur une banque où le responsable de la relation avec moi me dit « Cher Charles, j'en aimerais bien vous retenir comme client, que nous devenions des clients, mais malheureusement, ma femme a besoin d'une bague. » Et bon, à ce moment-là, c'est plus une relation commerciale, c'est de la corruption. Et c'est ça le capitalisme de connivence, c'est-à-dire... Vous gagnez de l'argent non pas parce que vous rendez un service, mais parce que vous avez accepté que quelqu'un détourne de l'argent d'une société pour vous le fournir à vous, et vous leur retournez une partie. Et c'est ce qui se passe avec l'État partout en France. Quand vous voyez les éoliennes, quand vous voyez tout ça, c'est absolument monstrueux. Donc la différence, si vous voulez, c'est que la prise de risque, ce que j'ai fait au début, accepte l'inévitabilité, si nécessaire, de la faillite. C'est-à-dire que vous fermez votre entreprise, ça n'a pas marché, bon, c'est dommage. Le banquier de connivence, il se débrouillera toujours pour ne jamais faire faillite, parce qu'il se fera acheter ou il achètera. Et c'est pour ça aussi qu'en tant que libéraux, souvent, on a du mal avec l'idée de subvention étatique, parce que, quelque part, empêcher une faillite qui peut-être devrait avoir lieu parce que ça nettoie le système et parce qu'au bout d'un moment, si un système n'est pas valable, qu'il n'apporte plus rien, je veux dire par exemple,
Je sais pas. Si, La fabrique de diligences, oui. Voilà, j'allais dire les bougies, mais les diligences, c'est très bien. Si le marché a changé et qu'on fabrique des diligences, est-ce qu'il appartient à l'État français de continuer à subventionner des grandes roues en bois alors qu'on n'en a plus l'usage? Et il va arriver un moment où cette transition économique va devoir se faire. Donc, après qu'il y ait des mesures d'accompagnement, des mesures de plans sociaux, effectivement, ça c'est autre chose, c'est juste de l'humanité. Mais de penser qu'il appartiendra à l'État de quelque part subvenir aux besoins et donc potentiellement de rentrer dans un marché de capitalisme de connivence, c'est-à-dire d'accorder des aides à des gens pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire, on sait à ce moment-là que toutes les aides iront aux entreprises qui sont dans la circonscription du Premier ministre de l'époque ou du ministre des Finances, etc., qui, lui, essaiera d'acheter sa réélection en filant des subventions aux entreprises qui sont dans son coin, qui ne seront pas rentables. Et qui feront des ronds-points dont personne n'a l'usage. Et qui font des ronds-points juste avant les... Je ne sais pas si vous avez remarqué, les gens peuvent vérifier, mais il y a toujours de grosses campagnes de ronds-points qui se lancent en France quelque temps avant les élections. Parce qu'il faut bien que quelqu'un paye les campagnes électorales. On fait des trous. On fait des trous. dans les campagnes, et puis on les rebouche. Et puis non, mais on empêche surtout les gens de circuler. On met un feu, et puis à un endroit où il n'y a pas de feu. Je connais un peu le Midi, vous savez, à Saint-Rémy-de-Provence, là où vous avez une espèce de petite rocade qui suit dans les Alpilles. Dans les Alpilles, là-bas. Vous ne pouvez pas rouler à plus de 10 à l'heure, tellement il y a de ronds-points, d'Odane, de tout ça. Mais on sent que les élections ont dû être chères dans le coin. Et ils ont refait la route jusqu'à Saint-Rémy, elle est toute lisse maintenant, elle est super belle. Ils devraient faire ça à rue du Kléber à Paris. Hein. Ils devraient faire ça dans tout Paris, tu parles. On a une nite. Moi je suis en scooter, j'ai de temps en temps les bras qui me montent dans les oreilles. À la place de l'Alma, là, c'est des aquaplaning, des trous comme ça, mais enfin, il n'y a pas. Moi, c'est mon grand jeu quand je prends des taxis, c'est de leur poser des questions sur leur vision de Paris. Il n'y en a pas un, mais pas un à ce jour. Qui soit idéaliste. Qui ne me disent pas que c'est horrible, madame, que vous vous rendez pas compte, que on va tous mourir et que c'était mieux avant. Ça, c'était mieux avant, ça, c'est sûr. Pour ceux qui roulent en deux roues, je peux vous dire que passer dans un trou à 10h du soir quand vous voyez rien, qui fait 50 cm sur 1 mètre de long et que vous avez d'un seul coup, vous comprenez pas ce qui arrive à votre scooter, et ben c'est pas gai. Hein. Écoute, voilà, j'ai l'impression qu'on a fait un petit tour, ça fait 51 minutes. Ça a été un peu plus court que d'habitude. Un peu plus court, mais parce que... Mais en même temps, il y a des choses qu'on va vous expliquer sur les papiers qu'ils lisent. Donc, donnez-vous la peine d'aller sur les papiers de l'Institut des Libertés, parce que c'est là quand même où on peut réfléchir sur ce qu'on écrit. Voilà. Non, c'était pas plus court que d'habitude, c'est juste que quelquefois on fait des émissions très longues qui font 1 heure, mais 51 minutes, franchement, c'est bien. Tu sais, les gens les scindent en deux, souvent, les émissions. Voilà. En tout cas, on fait ce qu'on peut. Voilà. On fait du mieux qu'on peut. Merci beaucoup de nous avoir suivis encore une fois. On vous aura fait un petit plan parce que vous avez demandé au début avec le DAF qui sera incrusté, qui me regarde avec un air suspicieux. Oui. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous suivre encore. Merci beaucoup. Merci, au revoir.